Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro, le PDG de Neoen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de Neoen et ce qu'il se passe des choses. Une OPA sur une possible sortie de la bourse qui viendrait couronner un parcours boursier absolument dingue. Mais d'abord, juste, quel regard vous portez sur cette campagne électorale, notamment sur la thématique des énergies renouvelables que vous connaissez bien. C'est un sujet qui a été assez peu abordé au final. On parle beaucoup d'énergie, mais facture d'énergie. Ouais. C'est ça, parfois de manière un peu étonnante ou pas tellement étayée, c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des énergies renouvelables qui sont une partie de la solution. Les énergies renouvelables sont locales. D'abord, ça c'est important d'être souveraineté, sont évidemment décarbonées, sont extrêmement compétitives et donc déflationnistes. Aujourd'hui, on participe à... C'est vraiment compétitif aujourd'hui à la fois par rapport au nucléaire, qui est quand même ce qu'il y a de moins cher. Quand on regarde les discussions qu'il y avait récemment, où en gros EDF dit j'ai besoin de vendre mes électrons déjà existants, on ne parle même pas des futurs EPR, à peu près 70 € pour que ça flotte, nous on est en dessous de ça. Donc aujourd'hui, quand la SNCF par exemple, avec qui on a signé un beau contrat récemment, vient s'approvisionner en électrons chez Neoen, qui ont des électrons qui ont le mérite d'être verts, mais qui ont aussi le mérite d'être finalement moins chers que ce que peuvent leur proposer leurs autres fournisseurs, y compris EDF. Et on voit de grosses divergences, encore une fois, entre les partis politiques sur les sujets énergétiques. Alors, on va les rappeler, mais le RN appelle un moratoire sur l'éolien. Alors, c'est l'éolien en mer, c'est ça. Sur l'éolien terrestre, on arrête tout, a dit Jean-Philippe Tanguy pour le RN. Alors, ça change un peu. Ce qu'on a entendu récemment de la bouche de Jordan Bardella, c'est que le solaire, ça allait, que le nouvel éolien... Ça allait le solaire sans qu'on... Ça, je trouve. Mais... Sans qu'on accélère, sans qu'on freine, c'est que... En tout cas, on le laissant se développer apparemment, que l'éolien existant pas touche et que l'éolien futur, oui, plutôt ralentissement. Après, nous, on demande qu'à faire la preuve auprès des décideurs politiques, quels qu'ils soient. Neoen est une société apolitique, faire la preuve de ce qu'on fait. Quand on regarde, nous, les projets qu'on a dans les territoires en France avec des bords politiques souvent assez différents, on voit des agriculteurs qui sont contents des revenus qu'on leur apporte en allant par exemple installer des éoliennes chez eux. On voit des collectivités locales, des communes, des communautés de communes pour qui les reversements qu'on fait sont devenus une partie importante de leur budget, y compris des communes qui sont plutôt du bord de Jordan Bardella. Donc je pense qu'aujourd'hui, le renouvelable... C'est intéressant ça, dis donc. Pourquoi il y a cette contradiction entre ce qui se passe sur le terrain finalement la parole au niveau national? Parce qu'il y a peut-être besoin d'un effort de pédagogie de notre part. Donc indépendamment des enjeux, on va dire, énergétiques, décarbonation, souveraineté, il y a aussi tout simplement un enjeu financier. Je pense qu'il faut qu'on explique en tant qu'industrie, en tant que société, la réalité de ce qu'on reverse à nos différentes parties prenantes, à nos différentes contreparties, que ce soit les propriétaires terriens chez qui on s'installe, ou que ce soit les communes auxquelles on reverse une partie de nos revenus. Donc sur l'éolien, pour le RN, on arrête tout, à la fois en mer, offshore et sur terre. Alors en mer, c'est pas un secteur dans lequel travaille Neoen. À terre, en France, on est relativement petit. En France, Neoen fait surtout du solaire, mais on fait aussi des projets éoliens et des projets éoliens bien acceptés, y compris dans des régions qui sont... Mais c'est une erreur, même si ça concerne moins... l'éolien offshore, ça concerne moins Neoen. C'est une erreur pour vous, stratégique, que d'empêcher le développement de l'éolien ? Je pense que c'est toujours important de se demander ce qu'on veut faire de notre mix énergétique. Je pense qu'il faut jamais... Aujourd'hui, 10% de la production totale d'électricité en France vient du vent. Oui, et donc on a montré que le vent produisait beaucoup, pas cher et au bon moment. Après, on peut trouver qu'une éolienne, c'est moche. Enfin, chacun a le droit de s'exprimer. On peut penser qu'il ne faut pas en mettre partout. Je suis le premier à dire qu'il ne faut évidemment pas installer des éoliennes derrière le Mont-Saint-Michel ou en face de Vézelay. Mais tout ça, je pense que c'est un débat qui est sain, qui n'est pas illégitime, que chaque bord politique doit aborder, qu'on peut régulièrement remettre à l'ordre du jour. Peut-être que les décisions d'il y a 10 ans ne seraient plus les décisions d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut en parler de manière dépassionnée, de manière factuelle, en regardant les chiffres, les avantages, les inconvénients. Il n'y a pas que des avantages dans les énergies renouvelables. Elles sont intermittentes, même si avec des batteries comme le fait Neoen, on apporte des solutions. Elles sont visibles, c'est le cas de l'éolien, mais de la même manière que des lignes à haute tension qui alimentent des centrales nucléaires sont visibles elles aussi. Donc tout ça, il faut le regarder de manière, je pense, dépassionnée. En tout cas, nous, on a envie de prendre part à ce débat politique ou sociétal. On a des bons arguments et on est persuadé que, quelle que soit l'issue des élections, le renouvelable solaire comme éolien va continuer à prendre sa place dans le mix et va continuer à générer des retombées économiques
pour les entreprises qui travaillent pour nous, comme pour les collectivités locales qui nous accueillent, des retombées positives. Jordan Bardella qui a en revanche renoncé à l'idée de démanteler les éoliennes déjà en activité. Bien lui en a pris ? Je pense oui, parce que comme on se le disait, les éoliennes françaises déjà installées, on était bien content au moment de la crise énergétique post-Ukraine de les avoir. Elles ont aidé à éviter un blackout en France. Après, encore une fois, il faut mettre le paquet, selon vous, à la fois sur le solaire, l'éolien. Si on veut respecter nos engagements climatiques, on ne peut pas tout miser sur le nucléaire ou sur les barrages hydroélectriques. On est content d'avoir du nucléaire en France, on est évidemment content d'avoir des barrages hydroélectriques, mais aujourd'hui, il y a besoin de plus d'électricité. Quel est le mix aujourd'hui, d'ailleurs, actuel ? Aujourd'hui, le nucléaire a encore une large majorité du mix, mais renouveler le nucléaire, on sait très bien, construire un EPR, ça prend 10, 15, 20 ans, on verra à la fin, pour l'instant c'est toujours pas résolu. On sait très bien que ça coûte cher. Aujourd'hui, quand EDF, par exemple le Royaume-Uni, demande à l'État anglais des tarifs supérieurs à 100 € par mégawattheure pour son nouveau nucléaire, ou en France, on sait très bien que ça sera le même prix, il n'y a pas de raison que ce soit deux prix différents. On sait déjà que le renouvelable... Contre 60 aujourd'hui sur les anciennes centrales, c'est ça ? 70 sur les anciennes et au moins 100 sur les prochaines. Et pourtant, il faut continuer à faire du nucléaire. C'est important en termes de souveraineté, ça produit beaucoup, mais le renouvelable est capable de produire rapidement avec des retombées économiques fortes. Aujourd'hui, quand on investit dans une centrale solaire en France, quand on investit 100, il y a 80 qui vont dans des poches françaises et européennes. On peut parler longtemps des panneaux chinois. Oui, j'allais vous dire, comment ça ? Pour moi, ça va essentiellement chez Bouygues, chez Nexans. Non, mais tous les panneaux, tout vient de Chine, tous les composants mais de Chine. Les panneaux, c'est 15-20% de l'équation. Voilà, il y a 80-85% bien de le rappeler. Qui sont dans les travaux, dans les structures métalliques, et ça, dans l'ingénierie. Et ça, c'est français souvent, européen, entre guillemets, au pire. Mais on est vraiment dans des retombées massives pour les entreprises françaises qui participent à la construction de ces centrales. Donc je pense qu'il faut pas avoir le renouvelable honteux, il faut être fier de ce qu'on fait parce que tous les indicateurs sont au vert en termes de compétitivité, de retombées, de souveraineté et de décarbonation pour ceux qui veulent bien s'en soucier. Mais même en laissant ce côté-là finalement en dernier dans la liste des avantages, on voit déjà que le solaire, en particulier en France comme le fait Neoen, a énormément d'avantages. Je disais que la filière nucléaire se disait incapable de construire autant de centrales. Le RN en veut 20 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2042, dont les premiers d'ici 2033. Et la filière, quand on les interroge, j'ai regardé, ils disent on n'est pas capable de suivre ce plan de charge. Il a fallu quand même, avec le premier plan datant des années 70, il a fallu 20 ans pour construire tout ça, donc on ne va pas être capable d'accélérer à ce point-là pour une deuxième flotte de réacteurs nucléaires en France. On parle du RN, mais je disais que le nouveau Front populaire, pour le coup, est très favorable à l'éolien en mer et aussi aux turbines sous l'eau. Alors, je ne suis pas un expert du truc, on appelle ça aux hydroliennes. Oui, voilà, pardon, c'est ça, des hydroliennes. Là aussi, à nouveau, Neoen ne fait pas de politique, mais à nouveau, on invite les partis, quels qu'ils soient, à regarder la réalité de ce qui marche et de ce qui ne marche pas d'un point de vue technique, et aussi la réalité de ce qui marche et de ce qui ne marche pas d'un point de vue économique. L'hydrolien, on va la faire courte, tout le monde a fait une croix dessus. Ça marche mal et ça coûte extrêmement cher. Donc on peut penser, je pense, beaucoup de bien de l'éolien en mer. J'en parle d'autant plus librement que Neoen n'en fait pas. Je pense que l'éolien en mer a une place importante à prendre dans le mix. Combien ça coûte en termes, ça revient à combien le mégawattheure par rapport aux 60 à 70 ? Si on redonne les chiffres, 70 pour le nucléaire, 70 déjà amorti. Entre 60 et 70 pour l'éolien terrestre, entre 50 et 60 pour l'éolien en mer, et le solaire, ça dépend de la taille, mais c'est entre 50 et 80, on va dire. Donc vous voyez, on est dans la même enveloppe, et par contre le nouveau nucléaire, on est au-delà de 100, et l'hydrolien, on est au-delà de 300. Donc pourquoi aller mettre au fond de la mer des choses qui ne marchent pas bien et qui vont coûter 4, 5, 6 fois plus cher que le reste ? Qui vont engendrer une facture électrique qui peut flamber potentiellement. Pour des petits volumes. Donc, je pense que là aussi, l'urgence, c'est de laisser tout le monde reprendre son souffle après les élections. Nous, on a vocation à parler avec tous les partis, on a vocation à être à livre ouvert avec tout le monde, et en tout cas à montrer la réalité de ce qu'on fait en termes de volume, en termes de prix, en termes de retombées économiques. Pour les Français, la facture énergétique est importante. Une baisse de la facture énergétique, elle est compatible donc avec une montée en puissance des renouvelables, solaires et éoliens. On l'a montré. On a, nous, été écrétés dans nos revenus au moment de la crise en Ukraine. On ne s'en plaint pas. L'État nous a repris en gros 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en disant on va caper, on va écréter vos revenus. Après avoir beaucoup investi aussi, avoir beaucoup aidé la filière. Mais donc ça montre
Oui, mais enfin nous c'était pas le cas parce que Neoen a toujours été une entreprise finalement ne vivant pas de subventions. Mais donc on nous a dit tiens finalement vous avez le coût de production le plus bas donc il n'y a pas de raison que vous ayez une marge énorme au moment où les prix sont élevés. Donc ça montre bien en termes de merit order, comme on dit en bon franglais, ça montre bien que le renouvelable est la source d'énergie la moins chère et que c'est ça qui permet finalement aux finances publiques de ne pas être trop dans le rouge. En gros, si on veut le résumer de manière peut-être un peu directe, l'éolien et le solaire ont largement financé le bouclier énergétique qui avait été mis en place il y a 2 ans. Et on ne s'en plaint pas, on est plutôt content finalement d'avoir rempli ce rôle, mais on aimerait au moins que ça se sache, plutôt qu'on nous dise que oulala, l'éolien c'est subventionné en plus d'être moche. Au contraire, non, c'est extrêmement vertueux d'un point de vue économique. Vous êtes inquiet ou pas pour la France, pour sa trajectoire carbone? En même temps, certains disent la France émet 1% des gaz à effet de serre en France, donc est-ce que la France doit faire tous ses efforts alors que la pollution vient de la Chine aujourd'hui, des États-Unis? On était déjà inquiet parce que la France était le seul pays européen en retard sur ses objectifs et la France est en train de rater l'opportunité justement d'avoir une électricité plus locale, moins chère, évidemment décarbonée. Donc en remettant le sujet à plus tard, en comptant sur une hypothétique flotte d'EPR, même si je pense qu'il y en aura un certain nombre, et je le souhaite d'ailleurs à titre citoyen, je pense qu'on est en train, en regardant le renouvelable à travers un prisme déformant, on est en train de se priver de l'opportunité de faire des choses dont tout le monde pourtant se réjouirait en regardant ça avec les bons chiffres sous les yeux. Donc nous, on est ouvert évidemment à mieux communiquer sur la réalité de ce qu'on fait et j'espère que ça sera entendu par nos dirigeants, quels qu'ils soient. On n'est pas là pour faire la leçon à qui que ce soit, on n'est pas là pour invoquer des arguments d'autorité en disant il faut faire du renouvelable parce que c'est bien, on n'est pas là pour incarner le bien, on n'est pas là non plus évidemment pour incarner le mal que parfois on voudrait nous faire incarner, on est là pour regarder des chiffres. Les chiffres, il y en a un, c'est 6 milliards d'euros. C'est l'OPA qui est en cours. Je rappelle, Neoen, on l'a compris, premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable, qui va changer de main et sortir de la bourse avec donc cette OPA à 6 milliards d'euros du Canadien Brookfield, qui est un gestionnaire d'actifs qui pèse 1000 milliards d'euros, c'est ça. Mais toujours dit, ça fait longtemps qu'on se connaît, Xavier Barbaro, mais toujours dit non, on va rester indépendant, on a les moyens. Une page se tourne ou pas? Un nouveau chapitre s'ouvre pour Neoen comme pour ses actionnaires, puisque si l'offre de Brookfield, donc Brookfield va devenir majoritaire en 2024 et a vocation ensuite à devenir actionnaire à 100%, ce qui veut dire un retrait de la cote. Donc c'est un changement pour nous en tant que société, mais c'est aussi une forme d'indépendance qui se confirme, puisque le nom Neoen reste, l'entreprise va être gérée certes par un nouvel actionnaire, mais garde son identité, garde son équipe, garde son portefeuille de projets, et évidemment garde tout son potentiel. Et donc vous restez aux commandes? Et je reste aux commandes avec le reste de mon équipe. On est content de cette situation qui est bonne à la fois d'abord pour Brookfield qui a accès à des géographies qui n'étaient pas les siennes, l'Australie, la Scandinavie, la France. On devrait se réjouir évidemment pour nos actionnaires actuels, puisque il faut le rappeler ça, oui. 39,85 € ou 40 €, puisque le dividende n'était pas encore détaché au moment où l'offre a été faite, c'est 2,4 fois le prix d'introduction en bourse, et même quand on... Qui date de 2018. Pour ceux qui ont suivi cette belle histoire depuis 2018, donc sur 6 ans, c'est x2,5. C'est même quasiment x3 si on réintègre les dividendes et les droits préférentiels de souscription qui ont été détachés. Donc le SBF 120 a fait 36 ou 38% sur l'ensemble de ce cycle, et finalement Neoen ça sera quasiment x3. Donc c'est une belle histoire pour les gens qui ont investi en 2018 et même d'ailleurs qui ont investi au fil des années. Je crois que le prix de sortie est supérieur à 95% de nos cours de bourse historiques, donc à l'exception de fin 2020, début 2021, où il y avait un petit moment un peu particulier sur notre cours de bourse, on est sur les plus hauts, donc c'est une belle histoire pour nos actionnaires. C'est aussi d'ailleurs une belle histoire pour la France, de voir qu'il y a des investisseurs canadiens, donc un pays ami, on n'est pas en train de parler de choses qui auraient peut-être été plus compliquées, d'investisseurs asiatiques ou autres, donc on a des Canadiens qui viennent investir des milliards d'euros dans notre pays, c'est plutôt réjouissant. Par les temps qui courent, où on craint d'avoir un peu un effet repoussoir, on peut se dire qu'après tout, avoir ce signal fort, incarné par la transaction Brookfield-Neoen, c'est bien. Vous avez combien de gigawatts aujourd'hui? Parce que je disais que vous visez de 20 gigawatts
de production en 2030. Vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est entre 8 et 9, on sera à 10 en 2025, donc on va encore doubler. Doubler en 5 ans, c'est 2 milliards d'euros d'investissement chaque année. Vous aurez plus de moyens quelque part en ayant Brookfield comme actionnaire? On aura plus de moyens, on a vocation évidemment nous-mêmes à autofinancer une partie de cette croissance, mais c'est vrai que la question que nous renvoyaient les investisseurs et les marchés boursiers, qui était celle de est-ce que vous ferez d'autres augmentations de capital? Donc nous, on avait toujours une réponse ouverte en disant on le fera si c'est opportun. Et cette incertitude, je pense, a pesé. On l'a vu en 2023, on a fait une augmentation de capital qui avait été accueillie de manière un peu tiède. Donc on voit aujourd'hui que la belle sortie que vont faire nos actionnaires finalement résout cette question. Donc on va avoir à la fois des actionnaires qui auront fait un beau multiple, comme vous le rappeliez, et puis on voit aussi pour la société qu'on pourra se accélérer, ralentir en fonction des cycles sans avoir à inquiéter le marché, puisque c'est finalement le ressenti qu'on avait eu en 2023. La valo est magnifique, sur Neoen, 18 fois l'EBITDA. Le résultat d'exploitation 2024, c'est un multiple élevé, vous en convenez de ça? C'est un multiple élevé par rapport à d'autres transactions qu'on voit autour de nous. Il y a eu des tech private d'autres sociétés du secteur qui étaient à x10 ou x14, mais ça reflète aussi la qualité de la société, la qualité de son portefeuille, le fait que ses actifs sont jeunes et donc encore des décennies à tourner. Ça reflète aussi son savoir-faire. Neoen a une belle histoire dans le stockage d'énergie qui est quelque chose d'assez différenciant. Donc ce multiple, on le comprend. Brookfield n'est pas en train de faire un calcul irrationnel. Effectivement, ils intègrent l'ensemble des facteurs dans la valorisation et en même temps, ça reste un prix qui est évidemment très attractif pour nos actionnaires actuels. Les analystes qui nous couvrent l'ont souligné, recommandent d'apporter à l'offre qui sera faite en 2025. Donc on voit que finalement tout le monde est gagnant dans cette histoire et on s'en réjouit. C'est quand même en 15 ans une histoire assez unique, une start-up qui aujourd'hui en valeur d'entreprise est à 10 milliards d'euros. On peut être fier du chemin déjà accompli pour nous en tant que société, mais évidemment pour nos actionnaires aussi. Il faut rester aux commandes et on finit là-dessus, mais fini les roadshows, fini les résultats trimestriels, fini les contraintes de la bourse. Fini les invitations chez vous, non? Non, vous reviendrez évidemment. Non, mais on aura évidemment des comptes à rendre à nos futurs actionnaires d'une autre manière. Fini les roadshows peut-être, on a quand même nous des rendez-vous avec peut-être pas des investisseurs extérieurs, mais des prêteurs. On est aussi une industrie qui est consommatrice de dettes, donc on aura évidemment l'occasion de parler peut-être à des prêteurs et moins qu'à des investisseurs, mais en tout cas on va rester une société j'espère visible et j'espère communicante. Voilà, puis bravo pour le parcours boursier dont les actionnaires peuvent se réjouir, ceux qui ont fait partie de l'aventure. Avec Xavier Barbaro à sa tête, PDG de Neoen, pour cet entretien, donc la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.